Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de l'expérience humaine. Donc c'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème d'aujourd'hui, c'est sortir de la dévalorisation. Alors évidemment, c'est un thème, je pense, qui va toucher beaucoup de personnes, que j'ai déjà un peu abordé. J'ai fait un thème sur la confiance de soi. Donc c'était une façon d'aborder les choses. Et puis là, je voulais proposer une façon complètement différente d'aborder la même chose. Donc concrètement, ce que je vais appeler la dévalorisation, une personne qui est dévalorisée va avoir une grande difficulté à construire sa vie, à poser des actes, va souvent être focalisé sur ce que les autres vont penser de lui ou d'elle. Ça peut être très lourd, même les réalisations, même les succès vont vite être nuancés négativement. Les échecs par contre vont être bien intégrés comme une preuve que voilà, on vaut pas grand chose. Alors ça peut être plus ou moins conscient, la dévalorisation. Donc ça peut aussi se manifester en surface par beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie. Parce que comme nous-mêmes on a peu de valeur, on va envier la valeur des autres sans leur reconnaître. Donc si c'est très inconscient, la dévalorisation, ça va donner des comportements très jaloux, très envieux, très jugeants en fait, qui vont même cacher peut-être, parfois ça peut aller jusqu'à être, on peut aller jusqu'à vivre là, inconsciemment la jalousie ou l'envie. On va juste juger les autres. Ça peut comporter beaucoup de projections psychologiques. La projection psychologique, c'est qu'en fait vous projetez sur les autres votre propre fonctionnement, mais que vous ne voyez pas ou pour lequel vous êtes plus ou moins dans le déni. Donc c'est très vaste les conséquences de la dévalorisation, parce que on peut être plus ou moins conscient d'être dévalorisé. C'est tellement désagréable de ne pas s'accorder soi-même de la valeur, que très souvent on va pas mettre le doigt sur ça, quoi. On va vivre les conséquences de la dévalorisation, mais pas la dévalorisation. Donc j'imagine que les gens qui vont arriver sur cette vidéo sont ceux qui ont un peu de conscience de ça, mais bon, peu importe. Voilà ce que moi j'en ai à dire. Nous allons parler du coup de la valeur. L'idée, ça va être de se valoriser. C'est pour sortir de la dévalorisation. Et se valoriser, comme toujours, ça va impliquer d'avoir bien conscience de ce dont il s'agit. Les mots, c'est vite dit. Se valoriser, voilà, je pourrais dire, vous avez qu'à vous valoriser. C'est vite dit de se valoriser. Si c'est pas accompagné d'une conscience, c'est très difficile de rendre concret, de rendre tangible tout ce qu'il y a derrière. Surtout que tout ce qu'il y a derrière, se valoriser, c'est très nuancé. La vie est toujours très nuancée. C'est jamais blanc ou noir, c'est jamais quelque chose de simple. Il y a toujours une richesse, une diversité, il y a toujours des nuances, des variations, des différents plans, etc. Et donc la question de la valorisation, c'est une question que je voulais poser aujourd'hui en la référant aux notions d'avoir, de faire et d'être. On pourrait dire ces trois plans de l'expérience humaine: avoir, chercher à avoir des choses; faire, mettre de la valeur dans ce qui est le savoir-faire, ce qui est nos compétences, ce qui est les réalisations concrètes de ce qu'on fait; et l'être, c'est tout ce qui est en amont de ça, c'est qui je suis, même immatériellement, c'est vraiment plus psychologiquement, voire spirituellement, selon les croyances des uns et des autres. Donc c'est vraiment trois plans très différents. On gagne énormément à situer clairement ces trois plans de l'expérience humaine: l'avoir, le faire et l'être. Ça me semble vraiment très important. Surtout pour la valorisation. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle une dévalorisation, souvent, c'est l'investissement des valeurs au niveau de l'avoir. Et il y a un mot pour ça, ça s'appelle la vanité. Souvent, on confond mal la vanité parce qu'on y prête quelque chose de péjoratif. Si je regarde ce que la vanité est, vraiment, sans chercher à juger si c'est bien ou mal, la vanité, c'est prêter de la valeur à quelque chose de vain. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas fructueux, qui ne mène nulle part, qui n'a pas de valeur. Et donc, c'est vaniteux de prêter de la valeur à l'avoir. Donc si moi j'ai une tendance
à investir la valeur de moi, donc de qui je suis, au niveau de l'avoir, je mets très très loin de l'être la valeur. Et ça ne fonctionne pas. Ça va donner quoi? Ça va donner, évidemment, alors le plus bourrin, c'est ma valeur est dans les choses que j'ai achetées, dont je suis propriétaire. Alors je vais avoir des grosses voitures, des grosses maisons, etc. Mais ça peut aussi être l'avoir d'une relation. Je veux avoir une relation, socialement, je veux m'afficher avec ma belle femme ou mon beau mari. Et puis notre réussite de couple, etc. etc. Donc je dis pas que le couple c'est de l'avoir. Je dis si j'investis dans le fait d'avoir la relation, là c'est un investissement dans l'avoir. Mais ça peut être aussi avoir un métier, avoir un statut, avoir une réussite, avoir une popularité. On va voir, c'est très vaste. Il s'agit vraiment encore une fois de comprendre. L'avoir, c'est pas forcément que le matériel. Ça peut être quelque chose de complètement psychologique aussi, complètement abstrait. Mais c'est le mouvement, c'est quelque chose que je veux avoir, je veux l'avoir. Et donc quand j'investis ma valeur dans l'avoir, donc quand je suis vaniteux, c'est deux façons différentes de dire la même chose, mécaniquement, ça crée la peur de perdre. Et c'est ça qui va fonder la jalousie, l'envie. J'ai peur de perdre. Donc si je suis dans l'avoir du couple, si jamais il y a un homme ou une femme qui est plus beau ou plus n'importe quoi que moi, je vais avoir peur de perdre mon compagne ou ma compagne ou mon compagnon. Mon compagne ou ma compagnon. Donc je vais avoir peur de perdre tout le temps. Si ce qui est important pour moi c'est la maison, mais je vais avoir peur comme la vole, je vais avoir peur de le perdre, je vais avoir peur de perdre de l'argent. Si mon travail est important, je vais surinvestir à la peur de perdre mon travail, etc. etc. Je m'identifie à ce que j'ai, je mets la valeur de moi dans ce que j'ai. Et donc quand je fais ça, c'est ça la dévalorisation. Alors en général je fais ça parce que je n'ai pas confiance en ma valeur propre. Donc il y a un fondement, hein. La dévalorisation ça vient de mon histoire, ça vient de plein de choses. Mais là je ne veux pas évoquer la source de la dévalorisation, je veux évoquer la solution quand on est dévalorisé. Et donc la solution c'est d'avoir conscience de ce mécanisme qu'on met en place qui ne peut conduire que à la peur de perdre. Et donc à la jalousie, donc à tous les comportements vaniteux, les comportements envieux, mesquins. Et soi-même, je vais tout le temps être dans la comparaison quand j'investis la valeur dans l'avoir. Parce que je vais comparer avec les autres. Est-ce qu'ils ont plus que moi? Est-ce qu'ils ont mieux que moi? Est-ce que leur femme est plus belle? Est-ce que leur mari a une posture sociale plus honoré, voilà. Donc c'est la comparaison, l'envie, la jalousie, tout ça. Et puis évidemment, je vais juger les autres par projection psychologique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il s'agit vraiment de comprendre ça. La dévalorisation, c'est peut-être pas assez précis. Par contre, quand on exprime que on est vaniteux, c'est-à-dire qu'on met la valeur dans le domaine de l'avoir, dans l'approche de l'avoir, je pense que là on est très précis. Et quand on est très précis, ça permet d'arrêter quelque chose. Parce que donc voilà le mécanisme automatique créé par l'investissement des valeurs dans l'avoir. Du coup, un investissement de valeur qui est un peu plus pertinent, c'est l'investissement des valeurs dans le faire. C'est-à-dire que c'est pas tant ce que j'ai qui va faire ma valeur en tant que personne, ça va être, quand je l'investis dans le faire, ça va être ce que je sais faire. Moi quand même, je sais jouer de la guitare, je sais piloter des voitures, je sais donner des cours de maths, je sais faire des conférences, je sais construire des maisons, je sais... etc. etc. Donc c'est le savoir-faire. Dans mes savoir-faire, je sais chanter, je sais... toutes les compétences qu'on peut avoir, je vais investir là-dedans. C'est déjà beaucoup plus intelligent, en tout cas beaucoup plus consciencieux, que l'investir dans l'avoir. L'avoir, c'est vraiment... illusoire totalement. Il n'existe pas de valeur dans l'avoir. Donc c'est totalement illusoire et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça fait tant souffrir ou que ça rend si méchant ou si violent. Vous connaissez la phrase « Pourquoi est-il si méchant ? Pourquoi est-il si méchant ?» Peut-être parce qu'il est dévalorisé. Je n'ai rencontré de violence et de méchanceté que chez des personnes qui sont très dévalorisées. En général, évidemment, elles vont vous dire le contraire. Mais quelqu'un qui est valorisé, il n'a pas besoin d'être méchant, irrespectueux, violent. Il n'y a aucun intérêt à ça. Donc, bon, ça c'était la petite parenthèse de pourquoi est-il si méchant. Mais sinon, pour revenir à l'investissement des valeurs dans le faire, quand je fais ça, c'est quand même un peu plus vraiment qui je suis, c'est plus concret, c'est du vrai savoir-faire, je sais vraiment chanter, je sais vraiment, etc. Le problème, c'est que là, mécaniquement, ça va créer toutes les peurs de ne pas savoir faire, de ne pas arriver à faire, ou de ne pas faire assez bien, ou d'être jugé sur le fait qu'on ne reconnaîtra pas mon savoir-faire. Donc ça ne va pas non plus être une valorisation très comment dire,
très apaisante, très réalisante, je sais pas comment dire, genre, je vais pas me sentir très réalisé dans ces valeurs de savoir-faire, parce que ça va créer ces peurs-là. Donc je vais être bien si on reconnaît ma valeur, si je suis assez satisfait du savoir-faire que j'ai réussi à développer, là ça va aller à peu près, je vais me sentir valorisé. Mais il ne va pas suffire de grand-chose pour détruire toute cette valeur-là. Parce que voilà, une critique de quelqu'un qui compte pour moi, ça va suffire à me dévaloriser, à me montrer que ce que je croyais savoir faire, en fait, bah non, pas tant que ça, puisque l'autre le voit pas, ou l'autre finalement il a raison, je suis pas un si bon chanteur que ça, ou je suis pas un si bon conférencier que ça, ou tiens, moi qui croyais être un bon manager, je suis pas un si bon manager que ça, etc. etc. Donc voyez ça, investir la valeur dans le faire, ça crée la peur de ne pas arriver à faire, de ne pas faire assez bien, et d'être jugé pour ce qu'on fait. Donc, l'investissement de valeur qui est le plus consciencieux, qui est le plus puissant, qui est le plus stable, qui est le plus fondateur de réalisation, d'émancipation, de libération, de tout ce que vous voulez, c'est d'investir la valeur dans l'être. Alors, ça peut être compliqué. Dans notre société, l'être, c'est pas un domaine qui est très souvent valorisé en soi. Ça veut dire quoi, investir la valeur dans l'être? Ben, ça va être par exemple être honnête, être humble, être respectueux. C'est une valeur que je peux incarner immédiatement. Donc ça, c'est la première grande puissance de la valeur qui est investie au niveau de l'être, c'est que c'est accessible à tout le monde tout le temps. Imaginons que je sois à un endroit où on fait des courses de chameaux et je suis nul à la course de chameaux, mais vraiment nul. Je suis complètement un incapable total. Donc je pourrais dire j'ai pas beaucoup de valeur. C'est vrai qu'au niveau du savoir-faire, j'ai pas beaucoup de valeur. Je sais pas faire. Je me casse la gueule sur mon chameau, etc. etc. Mais si en toute humilité je reconnais que bah, là je suis pas compétent, que je sais pas faire, et que même j'en rigole, voilà une autre valeur, l'humour, bah, j'ai beaucoup de valeur en tant que personne. Je suis honnête, je suis humble, je reconnais que je suis nul. Donc j'ai beau ne pas savoir faire quelque chose, c'est pas là ma valeur. Ma valeur, c'est dans comment je me comporte vis-à-vis de mon incompétence. Et je vais pas être jaloux des autres, parce que je place pas ma valeur dans le fait d'avoir la même chose qu'eux. Je vais reconnaître que wow, lui est super fort avec son chameau, il a gagné la course, quoi. C'est impressionnant, il a une belle relation avec son chameau, ça marche bien, etc. etc. Bref, je suis pas très compétent dans les courses de chameau, mais il y a sûrement des tas de critères qu'on peut considérer comme très acquis par certaines personnes, mais je vais être content pour lui. Ça va être génial pour lui, je vais être une belle personne devant cette situation où je suis nul et où il est excellent. Donc, je montre cet exemple pour montrer que les valeurs d'être sont des valeurs accessibles immédiatement, que vous pouvez adopter là tout de suite. Mais ça implique d'être honnête, c'est-à-dire c'est pas facile d'être humble, de reconnaître les choses. C'est pas facile d'être honnête, de reconnaître encore une fois les choses. C'est pas facile d'être vraiment dans l'amour. Si dans mon couple, au lieu d'être jaloux, j'accepte que l'autre vive des expériences intéressantes avec un autre homme, une autre femme, c'est pas facile. Mais là, je suis dans l'amour, dans la confiance. Je suis dans des valeurs d'être. Donc, c'est des valeurs accessibles immédiatement. Alors que le savoir-faire, ça peut prendre du temps pour que je sache vraiment jouer de la guitare, pour que je sache vraiment gagner des courses en chameau. Bah, il va falloir développer des tas de compétences, etc. Donc, c'est aussi une fragilité de mettre de la valeur dans le savoir-faire. Et puis j'insiste, on va avoir peur de ne pas y arriver, etc. Alors que dans l'être, 1, c'est accessible immédiatement, 2, il pourrait y avoir des peurs, mais vous allez voir que c'est des peurs qui ne peuvent pas vraiment avoir des prises. Si sincèrement, si profondément, si réellement, si effectivement c'est important, c'est-à-dire si ça a des effets, pas juste, c'est pas juste du blabla et des paroles. Si effectivement je suis humble, la seule peur que je pourrais avoir, bah, c'est qu'on n'apprécie pas qui je suis. Qu'on n'apprécie pas ma valeur. Donc il y a peut-être des gens qui ne vont pas apprécier l'humilité. Franchement, ça va vous faire quoi si vous êtes humble? On s'en fout en fait. Si je suis honnête, si je le décide, je l'investis, je l'assume, j'y mets ma valeur. Si on n'apprécie pas ça, bon, franchement, je m'en fous complètement. Je ne peux pas avoir peur qu'on n'aime pas que je sois honnête, puisque j'ai décidé d'être honnête. Je ne peux pas avoir peur qu'on n'aime pas que je suis humble, puisque j'ai décidé d'être humble. Mais si j'ai besoin de savoir faire quelque chose, je peux avoir peur de ne pas y arriver. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose, je peux avoir peur de ne pas l'avoir ou de le perdre. Ou je peux être jaloux que les autres l'ont et pas moi.
Donc c'est pour ces raisons très 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 fonctionnelles, très mécaniques, on est dans de la mécanique psychologique, que la conscience va inviter à positionner les valeurs dans l'être. Et donc dans toutes ces choses que je peux être tout de suite, qui sont plus des valeurs psychologiques, c'est des valeurs de fond. Je suis amour, je suis respect, je suis humble, je suis honnête. Et quelles que soient les situations, c'est indépendant de tout. Évidemment que quand je suis humble et que je reconnais que je suis nul à quelque chose, cette situation va me permettre de m'améliorer, de me développer, de demander de l'aide, d'être fonctionnel vis-à-vis de cette compétence que je voudrais acquérir. Donc c'est très très important. Dernière petite chose que je voulais dire sur cet ensemble, c'est un petit peu déconnecté, mais comme au niveau de l'expérience c'est très relié, je voulais en parler, parce que quand on met la valeur, donc au niveau de l'avoir, donc quand on est en fait très dévalorisé, on va beaucoup se comparer. Et quand on a compris que la comparaison avec les autres c'est excessivement nocif, soit pour soi, soit pour les autres, ça n'a aucun intérêt, ça n'est que destructeur. Quand j'ai compris ça, pour autant c'est pas facile d'arrêter de me comparer, ça marche pas comme ça. Je ne peux pas dire je vais arrêter de me comparer, contrôler mon mental, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il s'agit de faire, c'est améliorer la comparaison. C'est-à-dire mettre beaucoup de conscience sur c'est quoi une comparaison. Une comparaison, c'est quand j'accorde de l'importance à un critère. Vous voyez, si je décide que quelqu'un est plus populaire que moi, ça veut dire que le critère que je suis en train de considérer, c'est la popularité. Pour une raison, peu importe laquelle, ce critère a une importance pour moi. Donc soit je rentre de façon bourrine et primitive dans la jalousie, l'envie de ceux qui sont plus populaires que moi, parce que je vais comparer, soit je fais mieux que la comparaison, je vais plus loin que la comparaison, mais je garde ce mouvement d'importance que j'accorde au critère popularité, et je prends mes responsabilités, et j'assume ce critère, et je fais de mon mieux pour augmenter ma popularité, par exemple. Si mon critère c'est pas la popularité mais c'est oh lui il chante bien, j'aime bien sa façon de chanter, je vais faire de mon mieux pour augmenter mes compétences de chanteur. J'ai pas besoin de comparer, j'ai pas besoin d'envier, j'ai pas besoin d'être jaloux. Je vais voir que l'autre chante super bien, c'est génial. Et moi ça veut dire que si j'ai ce mouvement en moi, ça veut dire que j'ai de l'importance à ce critère, donc je vais le développer, c'est important pour moi. Donc je rentre à la maison et j'apprends à chanter. Ou je rentre à la maison, je regarde ce que je peux faire pour augmenter ma popularité, etc. etc. Donc la comparaison doit évoluer vers la conscience que vous mettez sur quel est le critère qui est en jeu. Parce qu'il n'y a aucun humain qui est meilleur qu'un autre, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'un éléphant est meilleur qu'un clou de girofle? Mais ça n'a pas de sens la comparaison au niveau des choses telles qu'elles sont. Par contre, peut-être qu'un éléphant se déplace mieux qu'un clou de girofle. Mais peut-être qu'un clou de girofle il est plus efficace pour soigner une carie qu'un éléphant. Voilà. Donc il n'y a pas de meilleur, mais il n'y a pas de meilleur en soi dans l'absolu, mais selon le critère que vous prenez, il y en a un qui va être meilleur que l'autre. Donc la comparaison va toujours être en fait un critère sur lequel on met de l'importance. Et parfois on n'en a pas conscience. Donc c'est important de mettre la conscience sur de quel critère là on est en train de valoriser pour comparer. Et je vais plus loin que la comparaison, j'investis ce critère. Donc voilà ce que je voulais dire sur la comparaison. Et pour finir, je voulais faire une image. Parce que la dévalorisation et le fait de mettre la valeur dans l'avoir, c'est très 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 morbide. Comme je l'ai exprimé, c'est très destructeur de soi et des autres. Ça peut créer beaucoup de violence, soit de culpabilité, de honte, etc., etc. C'est très très morbide. C'est la mort. C'est vraiment la mort. Je voulais parler de la respiration. Parce que quand vous respirez, l'effort musculaire que vous faites, la contraction que vous faites, donc la contraction du diaphragme, c'est ce qui fait expirer l'air. On peut avoir l'impression que l'effort, il faut le faire pour inspirer, pour avoir de l'air, pour acquérir, pour prendre. Vous voyez, ce mouvement d'avoir, de récupérer l'air, on peut avoir l'impression que c'est là qu'on fait les efforts. Pas du tout. Ça, c'est naturel. Quand vous relâchez le diaphragme, l'air rentre tout seul dans les poumons. C'est pour expirer, pour sortir l'air qu'il faut contracter le diaphragme, qu'il faut faire un effort. Et vraiment, vraiment, aussi bien pour la respiration, on peut avoir une conscience que c'est le contraire. Pour la vie, c'est pareil. On peut avoir l'impression que les efforts à faire, c'est pour obtenir, pour acquérir, pour avoir. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand vous ne faites rien, quand vous relâchez, que la vie vient vers vous et que vous allez avoir beaucoup de choses et beaucoup plus adaptées à qui vous êtes. Par contre, les efforts, il faut les faire pour lâcher prise, pour laisser faire, pour ne plus chercher à avoir, pour mettre les valeurs ailleurs, dans l'être. Les valeurs dans l'être vont souvent impliquer concrètement du lâcher prise. Je vais arrêter de vouloir
protéger ce que j'ai peur de perdre. Je vais arrêter de vouloir faire ce que j'ai besoin de faire, ou je vais arrêter de vouloir contrôler ce que les autres pensent de mon savoir-faire. Je lâche prise sur tout ça. Je lâche prise sur tout ce que je vais avoir, je lâche prise sur tout le faire, et simplement je suis. Je fais des choix de valeur pour qui je suis, et simplement je suis. Et en faisant ça, comme une respiration, comme la vraie vie, c'est là où j'obtiens les choses adaptées à moi. Mais les efforts, les petites choses difficiles, voire effrayantes, voire inconfortables, les efforts, c'est pour lâcher, pour expirer, pour faire sortir, pour laisser partir. Voilà. Ça c'est une métaphore de fin parce que je la trouvais très illustratrice de mon propos précédent. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes, que ce soit ça ou mon propos précédent. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera toute personne qui vit consciemment ou inconsciemment une dévalorisation. À bientôt.